on avait quitté Mission Impossible 3 en pleine polémique. Un succès moindre, un acteur sur le déclin médiatiquement et des performances décevantes qui vont s'enchaîner commercialement parlant pour Tom Cruise. Pour ne rien arranger, l'acteur et Paula Wagner décident de mettre fin à leur collaboration en 2008. La maison de production Cruise Wagner Productions qu'ils avaient créée spécialement autour du premier Mission Impossible s'arrête définitivement 12 ans plus tard. Dans un tel contexte, tout le monde imaginait que la Paramount allait totalement rebooter la saga sans Tom Cruise. Les noms des remplaçants ne manquaient pas, avec en grand favori Brad Pitt. Et pourtant... En 2009, J.J. Abrams signe un succès sur grand écran en adaptant une autre série culte, Star Trek. Si le score box-office mondial est très similaire à celui de Mission Impossible 3, il bénéficie surtout d'un succès considérablement plus élevé aux États-Unis, le marché le plus rentable pour les studios, on le rappelle. À nouveau très populaire aux yeux de la Paramount, Abrams insiste pour relancer la machine Mission Impossible avec Tom Cruise en coproducteur. Dans la presse, on apprend que ce Mission Impossible 4 a déjà un nom de code provisoire, Aries. On était encore loin du titre final, Ghost Protocol ou Protocole Fantôme en français. Rapidement, il est pourtant clair que J.J. Abrams ne pourra pas réaliser cet opus. Trop occupé à préparer la suite de Star Trek, Abrams fait marche arrière et se contente simplement de produire le projet. Il va cependant choisir un duo de scénaristes, André Nemec et Josh Applebaum. Spécialisés dans la série télé, les deux hommes ont collaboré avec Abrams pour plusieurs épisodes de la série Alias. Ils feront ainsi leur premier pas au cinéma et se consacreront plus tard à une autre saga cinématographique très différente, les adaptations live des Tortues Ninja produites par Michael Bay. Deux questions sont encore en suspens à cette époque-là. Est-ce que Tom Cruise reviendra incarner Ethan Hunt et qui va réaliser le film ? Il faudra attendre février 2010 pour que Variety confirme enfin le retour de Cruise devant la caméra. 4 ans après la sortie du troisième volet, on voit enfin la suite se concrétiser. Et si son retour semble être une évidence aujourd'hui, rien n'était plus incertain à l'époque. D'autant que quelques mois plus tard, il prouverait encore avec Night and Day de James Mangold à quel point le public américain semblait s'être totalement désintéressé de lui. Et pourtant, une renaissance historique s'annonçait pour l'acteur. La Paramount va demander à ce que le film intègre Jeremy Renner à son casting afin qu'il reprenne le flambeau après Cruise si le studio l'estimait nécessaire. De nombreux noms de cinéastes commencent alors à circuler, en particulier celui du Britannique Edgar Wright, ce qui sous-entend un retour plus léger après un troisième volet qui se voulait sombre et brutal. Retour au divertissement. En mars 2010, on apprend finalement que c'est le réalisateur Brad Bird qui va récupérer le projet. Le Brad Bird à qui on devait Le Géant de Fer, Les Indestructibles et Ratatouille. Le petit génie de l'animation s'apprêtait à réaliser son tout premier film en live action et il s'attaquait immédiatement à un méga blockbuster. En plein tournage, Brad Bird fera appel à un certain Christopher McQuarrie. Bien qu'il ne sera pas crédité, McQuarrie sera chargé de réécrire une partie du scénario, ce qu'on appelle communément un script doctor. Il expliquera des années plus tard en ces termes « Le scénario était fantastique, mais il y avait ce mystère très compliqué. Ce que j'ai fait, c'était de la clarification. Le mystère devait être plus simple, il fallait garder les mêmes pièces, mais les placer dans un ordre différent. » Notons tout de même que McQuarrie va apporter des changements assez radicaux dans le dernier acte de l'intrigue. Alors ce Mission Impossible Ghost Protocol, retour en grâce ou nouvelle chute pour la franchise ? Brad Bird et dans une certaine mesure Christopher McQuarrie s'emparent de la franchise pour lui apporter un vent de renouveau et un élément clé qu'il manquait jusqu'ici, une cohérence ainsi qu'une vision globale. Comme le choix de cinéaste pouvait le laisser penser, ce quatrième opus va nous conduire vers quelque chose de plus léger. On sent chez Brad Bird un véritable amour de la comédie, sans pour autant que ça ne vienne parasiter le sérieux des enjeux.
L'héritage de l'animation se fait clairement ressentir, en particulier avec tout ce qui a trait à l'humour visuel. Les détails en arrière-plan, la petite touche subtile qui viendra porter un effet comique, les plusieurs niveaux de lecture d'un même plan. Brad Bird maîtrisait tout cela à merveille, notamment sur les indestructibles dans les séquences d'action, et sa transition vers le live action est exemplaire. Jusqu'alors, la franchise avait un héritage très Hitchcockien, en particulier sur le premier et le troisième opus. Pour ce quatrième volet, Brad Bird change complètement la formule. L'inspiration première qu'il cite en interview sera le cinéma burlesque, et son modèle principal pour le film, Buster Keaton. Et franchement, ça se ressent tant dans l'humour que dans la générosité du film. On a cette envie de ne pas se prendre trop au sérieux, mais de travailler avec acharnement pour offrir au public un spectacle total, des cascades inoubliables, bref, un vrai sens de l'aventure. Et ça fonctionne à merveille. Une des logiques qui semble guider l'intégralité du récit est cette idée de gradation. On peut découper le film en plusieurs segments, globalement 4 segments, autour desquels chaque séquence vient intensifier les enjeux et le risque. Rien ne se passe jamais comme prévu dans Ghost Protocol, et c'est d'ailleurs annoncé dès la séquence d'ouverture. Ethan Hunt peut s'échapper de prison sans le moindre problème, sauf qu'il décide d'aller en sens inverse et force Benji à bouleverser toute une préparation minutieuse qui semblait simple à réaliser. Même le message censé s'autodétruire ne fonctionne pas. Autre exemple, la séquence désormais culte du Burj Khalifa. À nouveau, rien ne se passe comme prévu. Les masques ne fonctionnent pas, la transaction est mise à mal, Hunt doit escalader depuis l'extérieur, se retrouve avec un gant défectueux, la tempête de sable que l'on voyait en fond devient une véritable menace pour la course-poursuite. Chaque micro-événement vient perturber l'équilibre de la préparation. Brad Bird applique au film une logique de chaos qui le rend grisant de bout en bout. Plutôt que de simplement enchaîner les séquences avec un objectif final, on nous pose immédiatement l'objectif et chaque séquence vient pousser l'équipe à redoubler d'inventivité face à des problèmes imprévisibles. Jamais un Mission Impossible n'aura aussi bien porté son nom. Qu'importe le temps passé à anticiper, tout est défectueux et tout vire inévitablement au drame démesuré. Si cette séquence est mémorable à ce point-là, évidemment que c'est grâce à la cascade folle réalisée par Tom Cruise, mais c'est aussi grâce à la logique de spectacle sans artifice, une intelligence folle sur le plan de l'écriture. Cette séquence à elle seule a fait rentrer Mission Impossible dans un univers cinématographique complètement nouveau. Avec en prime tout ce qui fait de Brad Bird un cinéaste brillant. Un découpage précis et minutieux, un montage dynamique qui sait quand laisser respirer son spectateur et quand intensifier la cadence, un savoir-faire de la mise en scène qui redonne au grand spectacle ses lettres de noblesse, quitte à me faire à nouveau insulter par les fans de J.J. Abrams, c'est là qu'on voit la différence entre un cinéaste et un showrunner de série télé. Grand fan de la série d'origine, Brad Bird renoue également avec cet aspect film de casse qui était initialement au cœur du projet. Difficile de ne pas penser à la saga Oceans de Soderbergh sur les séquences de préparation, d'infiltration. Bird s'attache également à recréer une dynamique de groupe qui était là encore au cœur de la série d'origine. Exit l'agent Hunt qui sauve le monde en solitaire. L'IMF est désormais une équipe soudée et attachante. L'évolution du personnage de Benji en fait immédiatement un des meilleurs seconds couteaux de la franchise. Et puis, dernier détail qui prouve l'amour de Brad Bird pour la série d'origine, c'est lui qui a insisté pour inclure le syndicat à la fin du film, une organisation secrète maléfique qui apparaissait dans la série. Et ça, c'est un détail qui sera crucial pour les suites. Passons rapidement sur le triomphe total de Ghost Protocol au box-office. Près de 700 millions de dollars récoltés dans le monde, le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise hors inflation à cette époque. C'est un renouveau inespéré pour Mission Impossible et de tout nouveaux fans prêts à rejoindre l'aventure. On comprend aisément pourquoi la Paramount a immédiatement mis en chantier un 5e volet. Mission accomplished! C'est l'heure du petit point classement. Avec Ghost Protocol, Brad Bird signe à mes yeux le meilleur film Mission Impossible. On peut certes débattre et reconnaître qu'il n'égale pas forcément les sommets artistiques, esthétiques de Brian De Palma. En revanche, il a compris la franchise mieux que personne. L'écriture, la mise en scène, l'évolution des personnages, la générosité du spectacle, c'est un sans faute de bout en bout. Véritable miracle inattendu, ce 4e opus ressuscite la saga et la lance dans une toute nouvelle ère.
On se retrouve donc avec le classement suivant. À la première place, Mission Impossible Ghost Protocol. À la deuxième place, Mission Impossible. À la troisième place, Mission Impossible 2. Et à la quatrième place, Mission Impossible 3. En avril 2012, Brad Bird annonçait en interview qu'il ne souhaitait pas réaliser le futur Mission Impossible 5. Bien qu'il ait été ravi de l'expérience, le cinéaste voguait vers de nouveaux projets et affirmait qu'il aimait l'idée que cette franchise change constamment de réalisateur et de vision artistique. Mais cette fois-ci, la vision n'allait pas être si radicalement différente. Dès 2013, on apprenait que Christopher McQuarrie passait de script doctor à réalisateur pour ce 5e volet. McQuarrie, c'est une trajectoire à part dans l'écosystème hollywoodien. En 1995, il n'en est qu'à son 2e essai lorsqu'il écrit Usual Suspects pour Bryan Singer. Évidemment, vous le savez tous, c'est un triomphe. Tout le monde voit en lui le prochain scénariste superstar, le jeune espoir qui va révolutionner l'industrie hollywoodienne. Sauf que, 5 ans plus tard, il réalise Way of the Gun et se plante totalement, tant au box-office que du côté de l'accueil critique. L'échec est tel qu'il lui faudra attendre 8 longues années avant de revenir travailler pour le cinéma. Et malgré un retour progressif et en demi-teinte, c'est sa rencontre avec Tom Cruise qui va tout changer. Il réalise Jack Reacher en 2012 et c'est un retour inespéré. Scénariste de l'excellent Edge of Tomorrow, ses collaborations avec Cruise s'avèrent systématiquement intrigantes. Et c'est sûrement pour un point tout simple. Les deux hommes partagent les mêmes références, ainsi qu'une vision très similaire de ce que doit être le cinéma de divertissement. Un mélange de savoir-faire artisanal, d'expérimentation et de prise de risque complètement folle. Côté casting, on annonçait initialement Jessica Chastain, qui sera rapidement remplacée par Rebecca Ferguson. Jeremy Renner rempile une nouvelle fois et rejoint donc les personnages de Benji et Luther dans la liste des coéquipiers réguliers d'Ethan Hunt. Le scénario initial de ce 5e volet, intitulé Mission Impossible Rogue Nation, a d'abord été écrit par Drew Pearce, qui avait travaillé sur Iron Man 3 de Shane Black. Will Staples a fait quelques réécritures, mais c'est finalement McQuarrie lui-même qui récupère la copie car il n'était pas satisfait par ce qu'on lui proposait. Et c'est à ce moment-là que McQuarrie a trouvé une formule qu'il appliquerait sur le reste de la saga. Lancer le tournage avec 30 à 40 pages de scénario et écrire le reste en cours de route. Vous vous souvenez quand on disait que sur la plupart des précédents volets, le scénario n'était pas bouclé au moment du tournage, mais c'était perçu comme un handicap, c'était involontaire. McQuarrie va réutiliser ce sentiment d'urgence. Il part en tournage uniquement avec les séquences principales, les éléments clés du scénario et les grosses séquences d'action qui demandent évidemment beaucoup de préparation. Et à partir de ça, il va improviser pour relier les éléments en cours de tournage. L'idée selon lui, c'est de vivre la même expérience que ses personnages dans le processus créatif. Vivre le stress, l'excitation, le sentiment d'urgence permanente. Tout comme Tom Cruise incarne Ethan Hunt en prenant les mêmes risques que lui, McQuarrie orchestre les aventures de l'IMF en se mettant lui aussi dans des conditions de travail périlleuses. Et par miracle, cette alchimie de fou d'adrénaline fonctionne à merveille. Une méthode qui a tout de même sa part de risque. Ainsi, le tournage a été suspendu pendant près de 2 semaines à Londres, car McQuarrie n'était pas satisfait par la fin de l'histoire. Tout cela à seulement 5 mois de la sortie en salle. Une situation inimaginable pour la quasi-totalité des grosses productions hollywoodiennes. Alors ce nouveau Mission Impossible, une réussite à la hauteur de Ghost Protocol ou une nouvelle chute ? Pour la première fois dans l'histoire de la saga, le changement esthétique est beaucoup moins marqué par rapport à l'épisode précédent. On sent une envie d'uniformiser l'univers visuel de la franchise, ainsi que celle de créer une véritable continuité dans l'écriture. Exit le principe de changement radical à chaque épisode, Mission Impossible rejoint les rangs des sagas plus cohérentes. Et c'est fait avec une telle maîtrise que ça fonctionne parfaitement. L'humour est encore renforcé, l'esprit de camaraderie également, avec cette équipe qui devient désormais cruciale dans la réussite des missions. Ethan Hunt n'est définitivement plus ce solitaire à la James Bond qui réglait tout seul sans se fier à personne. Et c'est clairement un des points qui permet à la franchise de se créer une personnalité, de devenir si attachante au fil des années. Cet opus se démarque tout de même sous bien des aspects. Tout d'abord, si l'on reste du côté des personnages, on a l'arrivée d'un des meilleurs éléments de toute la saga, Ilsa Faust.
Intrépide, trouble, figure tragique et reflet passionnant de l'agent Hunt, Ilsa est de très loin le personnage féminin le plus marquant des Missions Impossibles. Elle ajoute cette touche d'imprévisibilité, ce mystère qui renoue avec la tradition hitchcockienne de la saga, et elle participe pleinement à certaines des séquences les plus prenantes du film. Le tout est servi avec une dose d'adrénaline pure, une élégance folle de la mise en scène. Citons par exemple la fabuleuse séquence de l'opéra. Première anecdote, la plupart des critiques et des cinéphiles y ont vu une référence évidente à L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Sauf que Christopher McQuarrie n'a découvert le film qu'après avoir tourné Rogue Nation. Cela dit, cette longue séquence condense tout l'esprit des Missions Impossibles. On renoue avec la tradition du suspense en silence, posée par le premier opus. On joue sur les ombres, les faux semblants, cette impression immersive de danger permanent. Notons que l'équipe n'a eu que 5 jours pour tourner dans l'opéra, après quoi le bâtiment a été partiellement reconstruit en studio pour peaufiner la séquence. Notamment ce plan qui a été finalisé le dernier jour du tournage, car Christopher McQuarrie ne parvenait pas à trouver un moyen suffisamment marquant de faire entrer Ilsa dans le cadre. Et clairement, cette seconde introduction du personnage est inoubliable. À ce classicisme qui offre au film une exécution formelle à la fois noble et stimulante, McQuarrie ajoute 2 nouvelles séquences d'anthologie du côté des cascades. Dès l'ouverture, on assiste à cette cascade démentielle de Tom Cruise accroché à un avion, suspendu dans le vide, à l'extérieur de l'avion, probablement une des images les plus marquantes et insensées des 6 films réunis. En termes de folie visuelle de l'action, on quitte Buster Keaton pour assister à une union hybride entre Howard Hawks, Jackie Chan et Belmondo, le tout pour un spectacle brillant de bout en bout. Mais citons également la cascade sous l'eau, une séquence extrêmement périlleuse qui a nécessité des semaines d'entraînement pour Tom Cruise. Tom's very comfortable underwater and he likes to challenge the crew by staying under longer than he should on a breath hold and get us all worried. 4, 3, 2, 1, 3. McQuarrie pensait initialement monter la séquence sans coupe, ce qui fait que toute la partie sous l'eau a été bouclée en 2 longues prises. Au montage, il s'est finalement rendu compte que l'ensemble manquait de dynamisme, qu'il valait mieux opter pour une narration alternée afin de préserver la tension et l'esprit d'équipe. Si c'est une décision qui s'entend parfaitement du côté de la fluidité de l'histoire, on comprend également que le cinéaste ait été grandement déçu de devoir en quelque sorte gâcher l'immersion totale qu'il souhaitait offrir au public. Là encore, avec un suspense qui reposait uniquement sur le silence complet. Au final, avec Rogue Nation, la saga confirme sa renaissance et solidifie sa position en tant que franchise absolument passionnante parmi ce qui se fait de mieux à Hollywood. McQuarrie était probablement une des meilleures choses qui pouvaient arriver à Mission Impossible. Un artisan honnête, talentueux, dont l'alchimie folle avec Tom Cruise permet de donner vie à des séquences inoubliables. Les 2 hommes se soucient peu de suivre un effet de mode, ils partagent les mêmes références et surtout ils prennent un plaisir fou à travailler ensemble et c'est communicatif. Nouveau point classement, là encore on a un film qui comprend sa saga à la perfection. Là encore on n'égale pas la maestria artistique d'un Brian De Palma, mais si McQuarrie fait un moins bon film que De Palma, il fait sans aucun doute un meilleur Mission Impossible. Un des volets les plus divertissants, avec un rythme effréné qui fonctionne à merveille. Des trouvailles visuelles, des trouvailles de mise en scène, une alchimie dans l'écriture, tout est bon, c'est un plaisir immense à regarder. On a donc à la première place Mission Impossible Ghost Protocol, à la deuxième place Mission Impossible Rogue Nation, à la troisième place Mission Impossible, à la quatrième place Mission Impossible 2 et à la cinquième place Mission Impossible 3. Et nous voilà arrivés au dernier opus de cette vidéo. Oui, parce que l'écriture s'est terminée en juin, donc le Clem du passé n'a pas vu Dead Reckoning partie 1, et de toute façon, comme c'est le premier diptyque de la saga, on va peut-être attendre que la deuxième partie sorte, et faire une vidéo groupée sur les deux pour conclure. À 2 jours de la sortie en salle de Rogue Nation, Tom Cruise annonçait déjà en interview la mise en chantier d'un 6e opus. Christopher McQuarrie est encore une fois annoncé au scénario, mais il faudra attendre quelques semaines avant qu'il ne devienne officiellement le seul cinéaste de la saga à revenir plus d'une fois derrière la caméra. L'alchimie entre McQuarrie et Tom Cruise avait fonctionné à merveille, le duo avait trouvé le terrain de jeu ultime pour des délires toujours plus fous et pour le plus grand bonheur des spectateurs. Intitulé Mission Impossible Fallout, ce 6e opus est probablement celui dont la genèse a été la plus simple de toute la franchise.
Pas de changement de réalisateur en cours de route, pas de crise de scénario, pas de problème majeur au casting. Le seul élément qui retardera le tournage sera une négociation lancée entre Tom Cruise et la Paramount pour une question de salaire. Notons cependant que ce retard aura un effet réel sur le récit du film, puisqu'il poussera Jeremy Renner, présent dans le 4 et le 5, à quitter le projet car les dates coïncidaient désormais avec le tournage de Avengers Infinity War et Endgame. Mais à vrai dire, c'est un peu plus compliqué que ça. Malgré ses indisponibilités, McQuarrie décide de réécrire le destin de son personnage et propose à Jeremy Renner de l'inclure à l'écran pour un tournage qui n'aurait duré que 3 jours. L'idée était de proposer un effet de choc au spectateur en tuant son personnage dès le début du film. Une idée qui ne plaisait pas franchement à l'acteur, qui a tout simplement refusé. Le premier gros problème apparaîtra sur le tournage. Alors qu'il filme une des nombreuses cascades folles du film, Tom Cruise se casse la cheville lors d'un saut périlleux. Okay, here he goes and boom! Now, I mean, a bone doesn't pop out or anything, but it is an odd angle for anyone's foot to be at. Nobody's foot should ever have to do this. Yeah, ever. here we go. Oh my gosh. So he jumps, that speed, that momentum. Here we go. Look at... And now watch that. Watch this. Le plus fou étant qu'on voit parfaitement sur les images de tournage que l'acteur se relève malgré la douleur et tente de finir sa course à l'écran. La plupart des images de cette cascade seront bien conservées au montage final. Suite à cet accident, le tournage est arrêté pendant près de 2 mois, mais Tom Cruise insiste pour reprendre plus tôt que prévu, quand bien même sa cheville n'est pas totalement guérie à ce moment-là. La promotion du film allait dévoiler d'autres cascades totalement folles, mais des moments lors desquels l'équipe a frôlé la catastrophe. La séquence où Tom Cruise chute de la corde à laquelle il s'accroche, l'hélicoptère, le saut en parachute, l'impossible avait été fait une fois encore. Mission Impossible Fallout promettait des cascades encore plus folles que ses prédécesseurs, et le sentiment de danger n'en serait que décuplé à l'écran. Alors ce Fallout, qu'est-ce qu'il vaut ? Avec ce 6e opus, Christopher McQuarrie change à nouveau de cap pour la narration et les thématiques abordées. Exit le thriller paranoïaque du premier, l'iconisation pulp du second, l'humanisation viscérale du 3e, la légèreté spectaculaire du 4e ou encore l'élégance et la générosité du 5e. Cette fois-ci, Fallout joue la carte de la démystification. Il s'agit de venir déconstruire la figure héroïque et symbolique qu'est Ethan Hunt. Sans jamais virer du côté de l'étude de caractère psychologisante à la Skyfall, ce nouvel opus ne cherche pas tant à explorer les démons intérieurs de l'humain Ethan Hunt qu'à cerner les rapports conflictuels entre l'homme et l'agent. L'humain Ethan Hunt est un homme hanté dont l'esprit est parasité par des cauchemars et des craintes ingérables. En décalage total, l'agent Ethan Hunt est un sauveur qui accepte chaque mission sans ciller. Une figure quasi christique qui se sacrifierait pour l'intérêt de l'humanité ou même d'un seul humain. La notion de choix sera d'ailleurs au centre de la narration. C'est par un choix que l'intrigue commence. Ethan refuse de sacrifier Luther pour le bien collectif. Et ce choix de ne jamais sacrifier une seule vie, de ne pas opter pour le moindre mal, il se retrouve à travers tout le film. C'est par exemple le cas avec la policière blessée à Paris, le choix de s'exposer au danger, de potentiellement griller sa couverture, simplement pour sauver une vie. En ce sens, Fallout peut être vu comme l'opposé total du Dark Knight de Nolan. Face au Joker, le chevalier noir de Christopher Nolan sauve d'abord le plus grand nombre avant l'amour de sa vie. Il opte pour le moindre mal, dans un monde où le choix parfait n'existe pas. À l'inverse, si Solomon Lane peut clairement faire office de Joker dans son envie de chaos et de voir le monde brûler, Ethan Hunt ne choisit pas. Ou plutôt, il refuse le choix unique. Il refuse le sacrifice de l'autre et préfère par abnégation toujours se mettre lui en péril pour sauver chaque vie. Cette figure christique, opposée à un monde individualiste, parcourt là encore le récit. On a ainsi tout un imaginaire religieux qui se met en place dès le début, en particulier avec de mystérieux apôtres dont l'identité trouble est au cœur de l'intrigue. Mais cette opposition se fait plus ouvertement entre Ethan et August Walker. L'agent Walker marche par la force, la rigueur, l'efficacité. Il ne jure que par l'organisation et le plan rationnel. Très loin de la méthode Hunt qui passe par l'improvisation et les sentiments. Bref, Hunt contre Walker, c'est l'humain qui lutte contre le système. Si le propos métatextuel occupe une part dans toute la saga, puis globalement dans quasiment toute la filmographie de Tom Cruise, Fallout est probablement l'opus le plus méta des 6 épisodes. Hunt semble incarner McQuarrie, Cruise et globalement tout Mission Impossible face à la machinerie hollywoodienne actuelle.
L'efficacité d'une industrie visant le résultat aux dépens de son âme face à une équipe soudée, désuète dans ses méthodes, prête à tout risquer pour offrir à chaque nouveau défi la mission ultime. Et globalement, c'est une immense réussite. Et je comprends totalement que beaucoup d'entre vous m'ont cité Fallout comme étant leur épisode préféré. Cela dit, Fallout contient un problème majeur à mes yeux. Contrairement au 4 et au 5 qui allaient droit au but, cet épisode contient un nombre de personnages et de sous-intrigues qui dépassent la raison. Lane, les apôtres, Walker alias John Lark, la lutte interne avec la CIA, la veuve blanche, les retrouvailles avec Julia, on a l'impression que McQuarrie tenait tant à offrir un spectacle sans interruption qu'il en sacrifie la fluidité du récit et finit par offrir une histoire inutilement complexe par rapport aux enjeux réels apportés. Sans jamais gâcher le spectacle, cette surcharge narrative crée des longueurs et une logique de surenchère pas toujours aussi efficace que prévu. Une surenchère symbolisée, me semble-t-il, par cette fameuse séquence du saut aérien. On a un effet pratique parfait, superbement géré d'un point de vue technique, mais on vient parasiter le rendu final par un excès de numérique qui gâche l'immersion folle de la séquence. Sérieusement, le making-of est plus impressionnant que la séquence finale. On se retrouve avec quelque chose d'impressionnant, mais pas totalement à la hauteur du potentiel. Dernier point classement, malgré ses quelques défauts, Fallout reste un excellent divertissement. Une énième preuve de la réussite de McQuarrie. Le cinéaste a grandement contribué à donner un souffle nouveau à la saga. Et quand bien même la surprise de voir chaque opus accueillir un nouveau metteur en scène disparaît, la cohérence et la générosité à toute épreuve du film permettent à cette saga de sembler plus en forme que jamais après 6 épisodes. Mon classement final pour ces 6 premiers épisodes. À la première place, Mission Impossible, Ghost Protocol. À la deuxième place, Mission Impossible, Rogue Nation. À la troisième place, Mission Impossible. À la quatrième place, Mission Impossible Fallout. À la cinquième place, Mission Impossible 2. Et à la sixième place, Mission Impossible 3. Après de si longues années, on en aura fait du chemin avec Mission Impossible. C'est une saga qui s'est constamment réinventée, qui a su offrir des choses extraordinaires, des ratés aussi au public, mais qui n'a pas eu peur de changer de cap. Et franchement, une fois que Fallout s'est terminé, j'en venais à espérer un nouveau changement de réalisateur. Je prends un immense plaisir à regarder Tom Cruise et McQuarrie travailler ensemble, mais j'avais simplement l'impression que le cycle narratif du personnage s'achevait là et qu'il était temps que quelqu'un apporte un nouveau point de vue. On en parlera plus tard, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Dead Reckoning. Toujours en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez me voir traiter d'autres sagas sous ce format rétrospective. Un immense merci à toutes et à tous pour votre soutien. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, c'est vraiment le bouche à oreille qui fait vivre ma petite chaîne. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit, et on se dit à très bientôt.